Ça se passera bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, mon cher Cyril? Et ben aujourd'hui, on va parler du meilleur des deux mondes, épisode de la fin de la saison 3 de Star Trek La Nouvelle Génération et début de J'ai la saison l'impression 4. qu'il y a des problèmes de câble. Moi, je t'entends de manière entrecoupée. Alors, tu parles, puis ça parle plus. Est-ce que dans le live, vous êtes comme ça aussi? Il n'y a personne encore dans le live. Il y a personne? Ah merde. Alors attends. Et là, c'est mieux? Bah, ça vient et ça repart. Ah putain. Attends, bouge pas. Là, je Testons t'entends quelque pas. chose. Là, je t'entends. Tac. Là, je t'entends. Là, je me rentends. Ouais, parce que du coup, j'ai mis le live pour voir ce que ça donnait. Et mon son là, est-ce qu'il est mieux? Tu crépites. Parle un peu. Est-ce que mon son est mieux? Il te capte. Il est beaucoup trop sensible. Je crois que le micro est trop sensible. D'accord, alors Tu- je vais baisser le gain. Vas-y, parle. 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Ouais. En tout cas, tu n'as plus d'interruption dans... Ok. C'est impec. Bon, bah on reprend Je alors. confirme dans l'oreillette que c'est impeccable. Euh, Alors, donc, Nico. donc on reprend. De quoi va-t-on parler surtout? Alors, ce soir, on va parler du meilleur des deux mondes, un épisode qui est culte pour les Trekkies, qui est un épisode de Star Trek La Nouvelle Génération, fin de la saison 3 et début de la saison 4, un épisode en deux parties. Et qui, on s'était posé la question, est-ce qu'il n'était pas surfait? Oui, tu avais amené cette question-là. Et je termine juste un petit truc. Et ma première question, parce que du coup, moi, je l'ai revu aujourd'hui, toi, tu l'as revu hier. Ma première question, c'est pourquoi te poses-tu cette question? Pourquoi demandes-tu est-ce que le meilleur des deux mondes n'est pas surfait, n'est pas surévalué? Alors, autant je connais la valeur intrinsèque dans l'univers de Star Trek, on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce que représente cet épisode dans l'univers de Star Trek? C'est un épisode pivot qui fait rentrer Star Trek dans une sorte de maturité qui était nécessaire pour son évolution et sa survie. Autant en le re-regardant il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, il est quand même bourré d'incohérences, il est quand même bourré de choses qui vont pas. Et en faisant des recherches, effectivement, tout ça s'explique. Donc on en parlera aussi un peu tout à l'heure. Et aussi sur le fait que TNG, ça commence à avoir plus de 30 ans. Et c'est quand même vachement daté, quoi. Et de s'appuyer là-dessus, que ce soit Picard qui s'appuie là-dessus, ou pas mal d'autres séries maintenant qui s'appuient sur ce modèle-là d'épisode, je me demande si ça va pas finir par tuer la franchise. Qu'est-ce que tu entends par il s'appuie sur ce modèle-là d'épisode? Et c'est des épisodes qui sont, à la différence de TOS, beaucoup moins violents, les épisodes de TNG. Qui se veulent avec une résolution pacifique à chaque fois. Et cet épisode-là veut marquer un schisme dans l'univers de Star Trek en introduisant un méchant invincible et presque impossible à vaincre. Mais il y a quand même une résolution presque pacifiste à la fin de cet épisode. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans Star Trek, ils ont ce côté un peu shonen... shonen du pauvre, c'est-à-dire que finalement l'ennemi est toujours battable et que l'ennemi d'aujourd'hui est l'allié de demain. Et c'est ce qu'on peut voir avec les Borg, notamment dans Voyager, ou qu'on peut voir après dans Picard, où il y a des Borg un peu partout maintenant. D'accord. Et ça te dérange? Oh, ça me dérange, ça m'empêche pas de dormir, hein, mais je trouve que c'est quelque chose qui était une force de la franchise et qui devient un de ses points faibles. Ok. Et est-ce que ça te dérange parce que tu es un DS9? Non, ça me dérange pas parce que je suis un DS9, parce que sans cet épisode, il n'y a pas DS9. D'accord. Je pose bien une question. Hein. Moi, je l'ai vu et pour ma part, j'ai le regard du profane. Donc, j'ai découvert l'épisode, je crois qu'il y a 2 ans, quand je me faisais la série. Là, je me la suis refaite. Donc, c'était vraiment avec ma lecture très contemporaine de Picard, de TNG et de Star Trek. C'est-à-dire, voilà, je l'ai déjà dit, j'aime pas Picard. Je trouve que c'est pas un gars. Je ne le trouve pas. Je trouve que ce n'est pas un personnage agréable.
Je n'aime pas. Et du coup, j'ai vu cet épisode sans même avoir accès à son statut culte, à savoir que c'était un statut culte. Euh, Ah si, il y a un truc. C'était quand je parlais de Picard, notamment à des personnes dont je ne citerai pas le nom avec un bouc et, et des sourcils marqués. C'était toujours, oui, mais attends, juste après le premier épisode de la saison 4, il y a après le meilleur des deux mondes, tu vas voir, c'est incroyable, il change, nanani, nanana. Et donc c'est comme ça que j'avais accès au meilleur des deux mondes. Pour le reste, c'était pas plus. Donc voilà, on va reprendre un peu vite fait l'histoire. Déjà, ce que je prends. Alors, je termine avec ça. Que par rapport à toi, par exemple, toi, t'es plutôt le vétéran du Vietnam qui a découvert l'épisode, il est arrivé, vous vous parliez en morse sur le pré-internet pour raconter cet épisode. Enfin, on était à cette époque-là. Voilà, donc moi j'arrive après la guerre et je contemple la stèle, quoi. The Wolf 359. Voilà. Même ça, je la comprends pas, tu vois. Ah, parce que la bataille, c'est la bataille de Wolf 359. La Ok. bataille quand le cube Borg défonce tous les vaisseaux de la Fédération, c'est Wolf 359. Et pour ceux qui jouent à Star Trek Online, il y a vraiment une stèle dans ce secteur galactique. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Vétéran de la Première Guerre, quoi. Tout à fait. Non, bah alors on l'a découvert. Comment dire? C'est pas tant que. Je crois que je l'ai découvert assez tard aussi cet épisode, parce que je comprenais pas le début de DS9. Alors je rappelle encore une fois, en France on découvrait Star Trek via des cassettes qu'on louait au vidéoclub. Et donc DS9 était monté sous forme de téléfilm, l'épisode pilote, en 2 parties sous forme de téléfilm, et il y avait une intro qui vous expliquait cette bataille de Wolf 359. Et donc du coup un jour on a pu, quand le film First Contact est arrivé, on a tous compris qu'on avait raté un truc, et on avait pu mettre la main sur la série TNG, et on avait compris qu'il avait été un Borg pendant un temps. Ok. L'épisode en lui-même est très intéressant sur plein de points de vue. Pour raconter l'histoire très simplement, à cause de Q, l'humanité et Picard sait que les Borg existent. Et les Borg savent que l'humanité existe. Et du coup Starfleet se prépare, on l'apprend, se prépare à une rencontre ou une guerre avec les Borg. Et ils ont notamment un lieutenant-commandeur qui s'appelle Shelby, qui devient une spécialiste des Borg et qui a commencé à initier tout un tas de protocoles de défense contre les Borg. Notamment, on peut imaginer que elle fait partie de l'escouade qui va mettre en place le Défiant, le fameux vaisseau de DS9 qui a été fait pour lutter contre les Borg, le premier vaisseau de guerre de la Fédération. Et c'est un épisode avec à tiroir presque, avec plein d'intrigues, étant donné qu'on a cette Shelby qui est très ambitieuse et qui veut prendre la place de Riker, et on apprend aussi que Riker refuse systématiquement toute promotion pour être capitaine sur un navire parce que il ne veut servir que sur l'Enterprise et il est fidèle au capitaine Picard. Donc Picard apprend un peu tout ça, d'ailleurs il ne savait pas que Riker refusait à chaque fois des promotions. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans l'histoire? On apprend qu'effectivement il y a des colonies de la Fédération au niveau de la zone neutre qui sont régulièrement attaquées par les Borg et carrément assimilées. Donc des colonies entières ont disparu, et c'est pour ça que l'amirauté envoie notamment Shelby aider l'équipage de l'Enterprise à se préparer avec une rencontre avec les Borg. Et en fait c'est un épisode assez intéressant, et avec les recherches que j'ai vues, que j'ai pu faire, j'ai vu un nouvel épisode en fait. C'est un épisode qui en fait est centré sur Riker. Oui. Paradoxalement, c'est un épisode qui est centré sur Riker, sur le fait qu'il a affaire à quelqu'un qui était comme lui jeune, très ambitieux. Donc il voit un reflet là-dedans, et puis à une histoire de changement. Est-ce que Riker va partir? Est-ce qu'il veut partir? C'est toute l'histoire. Et est-ce que cette nouvelle ennemie va changer la donne dans la Fédération, à savoir l'arrivée des Borg? La deuxième part, l'épisode se termine par une confrontation avec les Borg.
terrien, enfin Starfleet étant mal préparé finalement, se fait un peu poutrer la gueule, et Picard se fait enlever, attention zone spoil, et il se fait assimiler et devient Locutus de Borg. Riker se retrouve donc de par défaut capitaine de l'Enterprise. Il nomme le commandant Shelby commandant second parce que c'est sa seule experte des Borg, et ils s'aperçoivent que donc Locutus de Borg a une trajectoire pour aller envahir la Terre. Donc il faut que toute la flotte intercepte ce seul vaisseau Borg, ce cube. Une partie de la flotte s'est ramassée à Wolf 359 et se prend la rousse du siècle parce que les Borg, en plus d'avoir assimilé un brillant Star Trek, je vais y arriver, assimile aussi un capitaine qui est au courant de l'ensemble des tactiques de défense, des codes, de pas mal de choses. Donc forcément, ils se prennent une raclée monumentale. L'équipe de l'Enterprise arrive un petit peu après la bataille et décide qu'il faut quand même sauver le capitaine. Donc elle met en place un sauvetage, et Crusher et Data élaborent un système pour déborgiser Locutus de Borg. Ça marche pas très bien, ils arrivent à l'enlever et ça marche pas très bien, et c'est carrément Picard qui, en tant que Locutus, arrive à retrouver un peu de Picard en lui et donne une information à Data qui lui arrête pas de lui répéter dormir, 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 et Data comprend qu'il peut mettre en sommeil le cube Borg et de par le fait le détruire. Voilà, le rendant sans défense et inopérant, et l'épisode se finit par un Picard qui est encore marqué par ses cicatrices d'amputation et de manipulation des Borg, et qui essaye de reprendre un cours normal dans sa vie. Voilà. Les Borg ont été arrêtés, la menace de Locutus n'est plus là, et c'est une grosse déception parce que du coup l'épisode qui suit fait voir que Picard souffre de stress post-traumatique, et puis après on n'en parle plus. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au film First Contact, on ne parle plus de ce trauma qu'a subi Picard, de tout ce qu'on nous a balancé aussi comme info sur les Borg. À savoir finalement, les Borg ont besoin d'un locutus, d'un gars qui va parler. Locutus, ça veut dire parler en latin. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un émissaire ? Bon, il y a une ou deux explications dans l'épisode, mais on ne savait pas qu'ils avaient besoin d'émissaires pour assimiler des peuples. Ils en prenaient. C'était dans leur logique culturelle de façonner des émissaires. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on nous apprend dans l'épisode, notamment le lien de Guinan, on le savait déjà avec les Borg, on l'étudie encore un peu plus. Le fait que les Borg soient limite invincibles, ça serait très vite oublié après, quoi. Donc encore une fois, c'est un peu le syndrome de Star Trek. Des très bonnes idées au début, et puis qui ne sont pas exploitées par la suite, quoi. Ouais. On voit les bébés aussi, c'est les premières fois qu'on voit des bébés Borg. On va attendre jusqu'à Voyager pour qu'on nous ressorte le concept des bébés Borg. Ou voir Lower Deck qui a fait des blagues là-dessus. Et puis, comme d'hab, plein d'infos dans un épisode construit de façon assez bizarre, très dense sur la première partie et très léger sur la deuxième. Ouais. Je vous expliquerai après pourquoi. Et puis, pareil, pas forcément de conclusion. C'est-à-dire, qu'on a gagné. On a trouvé un tour de passe-pape. Je vois une conclusion pour en parler après. Et voilà. Voilà pour le résumé de l'épisode. Alors, moi, ce que j'avais par rapport à ça, j'ai coupé mon stream d'écran parce que j'avais pas d'idée. J'ai pas d'idée pour la vignette du tout. Je suis désolé. Je voulais faire la vignette pour les podcasts et je n'arrive pas à avoir d'idée. Bon, on en parlera tout à l'heure, t'inquiète. J'ai des idées. Tout à l'heure, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée, donc on pourra en discuter. Alors, pour moi, en tant que néophyte, cet épisode, c'est une surprise et une déception. Et en même temps, c'est une déception d'ouïe sur 20. Tu sais, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu le vois, tu sens que c'est ok, ça fait 3 saisons qu'on vous a bercé à la Star Trek, nous allons sur une planète, il y a des problèmes, on règle le problème, on se casse. Tam tadam, tam ta 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 ta, et ils vont sur l'autre planète, quoi. Là, c'est la première fois que déjà alors,
des ennemis reviennent, donc on a déjà vu une ou deux fois les Ferengi, parce qu'ils essayaient d'amener ça, mais complètement avec le cul, mais que des ennemis véritablement dangereux reviennent. Et c'est pas un ennemi à la Q, où Q, c'est juste une péripétie d'aventure, quoi. C'est le temps d'un épisode. Les Borg, c'est un peu l'équivalent des Klingons, c'est-à-dire, ce sont c'est un empire avec lequel tu dois composer. C'est un univers avec lequel tu dois composer. Et donc le fait de te les faire revenir marque un truc dans Star Trek, c'est une continuité. Une vraie continuité qui en plus amorce, sous-entend d'autres épisodes autour de ça. Parce que rien que le fait qu'on va te créer le défiant, rien que le fait qu'on te dit, en fait, mais Riker, il peut partir, en fait. Parce que ça fait depuis très longtemps que ce mec est apte à être capitaine, mais il le refuse et tout. En fait, tout d'un coup, ça rend l'univers de Star Trek parfaitement crédible. Tu as, comme je parlais, cette fameuse géopolitique qui manquait tant, qui s'installe. Tu as les personnages qui s'approfondissent véritablement en une fois, mais au-delà au-delà de l'Enterprise, c'est-à-dire au sein de la Fédération. Tu découvres les Borg, toi tu dis il y a plein d'informations, tu découvres les Borg, mais c'est pas découvrir les Borg, c'est tu découvres une civilisation et des modes de fonctionnement avec lesquels tu vas devoir composer. Donc en gros, c'était ce qui manquait à TOS. Quand tu avais les Klingons, tu croisais des Klingons de temps en temps. Tu savais que c'était un peu ils n'étaient pas vraiment déterminés, alors que ici, on te dit, ok, t'as un nouvel empire, je me dis empire, mais je sais pas comment on dit. T'as un collectif, et tu dois apprendre à les comprendre. Le problème qu'il y a, c'est que chaque information n'est pas pour régler un problème, un conflit entre qu'est-ce que je vois là. Chaque information n'est pas là pour régler un conflit entre deux factions dans laquelle la fédération se pose en arbitre. Là, si on règle pas le problème, on est mort. On est mort. Et donc, je comprends que ça plaise, je comprends que ça marque. Et le problème, comme tu dis, c'est qu'après, on n'en parle plus parce que Star Trek revient dans son truc de Star Trek, c'est-à-dire il y a encore une planète juste à côté, et en fait, ça aurait dû être quelque chose qu'on aurait dû maintenir tout au long, et je pense que c'est pour ça que cet épisode a marqué, parce que c'est un épisode qui intégrait de l'univers trekkien, tu avais du lore, tu avais des conséquences intergalactiques, et comme il n'y a eu que ça, et que ça n'a pas été un ennemi qu'on a traîné sur plusieurs épisodes, ou juste en filigrane, on commençait à te parler des Borg qui revenaient et tout ça, et qu'en plus il est invincible, je comprends qu'on considère que c'est un des meilleurs épisodes de TNG. Après, pour moi, j'ai vu un épisode de TNG. Je t'avoue, c'est-à-dire, ça souffre de ce que les autres épisodes souffraient, c'est-à-dire tu te fais un peu chier. Il y a des moments où ça manque d'une réalisation un peu plus inspirée, mais tu peux pas le reprocher par rapport à l'époque, par rapport au type de programme que c'était. Les Borg sont dangereux que sur le papier, quoi. Hein. C'est parce que t'as un mec qui t'a dit oui, mais ils sont méga dangereux, parce que quand t'arrives, quand les mecs se baladent dans les couloirs des Borg, et que ils sont là comme ça, en train de marcher, ou alors ils bougent pas, et tu te fais, enfin, c'est un peu nul, quoi. Il y a ce plan que j'adore, c'est dans le deuxième épisode, c'est quand Picard est en Borg, et il parle à Worf, et alors on a dit, tu vois qu'on a dit à l'acteur, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Worf. Pas Worf, mais l'acteur de Picard. Patrick Stewart. Patrick Stewart. On lui a dit, ouais, t'as un robot. Et lui, il a fait le robot, quoi. Et il a fait, on va tous on va tous vous choper, machin. Et il lui dit un truc comme ça. T'as Worf que, les Klingons se laisseront pas faire. La violence est inutile. Et il se bat. Et le plan, comme la caméra bouge pas, le plan, c'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu kitsch. Voilà. Mais si tu le mets dans le cadre de toute la série, ça passe. Et en plus,
c'est un peu du grand spectacle. Hein. Tu sais, moi, le premier plan, il est vachement impressionnant. Tu sais, quand ils arrivent sur la planète, t'as un plan pur Star Trek où ils popent dans un décor en carton. Et ils font 3 pas. Et là, t'as l'espèce d'énorme cratère. C'est impressionnant, quoi. Donc voilà, donc moi je comprends pourquoi cet épisode a marqué quand tu le vois, et je comprends pourquoi il déçoit, puisqu'il n'amène à rien. Et c'est un véritable manquement. Il n'amène à rien de plus que les gens pour fantasmer un peu dans leur coin, j'ai l'impression. Bah, surtout que la vraie digestion de cet épisode va se faire en plusieurs temps. Et je pense que l'équipe qui a écrit, ils le disent entre les lignes, hein, ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement pressés, alors je vais en parler tout de suite après, mais ils se sont pas rendus compte, et l'épisode, il a été, comme tu le dis, on aurait dû avoir 3-4 épisodes de conséquences derrière. Ouais. De tout ce qui change dans l'univers de la Fédération à ce moment-là, parce que on le voit dans DS9, il y a des choses qui changent. Il y a un peu cette situation, un peu comme nous on la connaît, la post-Covid, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent des questions sur quelle est leur réelle utilité dans l'univers. C'est ce qui se passe avec Cisco dans DS9. Tu as, après, dans First Contact, tu as Picard qui a pas digéré tout ça et qui se pose la question de est-ce qu'il est vraiment un ennemi de la Fédération ou pas. Et tu as Janeway aussi qui en parle après dans Voyager, et avec l'arrivée encore plus de Seven of Nine, qui pose la problématique de ce qu'a créé l'intrusion Borg à ce moment-là. Elle a gêné l'humanité, elle a gêné l'expansion de la Fédération, et elle a remis en cause tout ce qu'il construisait, quoi. Pardon. Mais ça, c'est cool parce que tu l'expliques. Oui, et c'est tout le problème de cette série d'épisodes, c'est que, à part l'épisode avec Picard qui va revoir sa famille après, bah, les autres personnages n'ont pas de conséquences, quoi. Ils ont repris leur vie normalement. Alors que, bah, on a perdu des membres d'équipage, alors que la moitié de la flotte a été détruite, qu'ils ont perdu des copains avec qui ils étaient officiers. Et ça, on va le voir arriver plus dans DS9. C'est-à-dire que dans DS9, bon, on va pas tant parler que ça de la bataille de l'OF 359, mais durant la saison où il y a l'arc de guerre contre le Dominion, il y a des épisodes entiers où ils regardent en fait un tableau des pertes. Et tu les vois tous les jours aller se dire « Ah bah j'ai servi avec un tel ». Ah bah je connaissais le frère d'un tel. Et tous les jours, ils sont là en train de marquer le coup des pertes qu'ils subissent. Et il y a plusieurs épisodes sur soit les pertes, soit les vétérans. Il y a un excellent épisode avec un des jeunes héros de DS9 qui s'est engagé dans Starfleet et qui se retrouve dans une escarmouche durant la guerre et il perd sa jambe. Et donc après, il essaye de se reconstruire avec sa jambe en moins, alors qu'on est dans le futur, qu'ils lui ont greffé tout ce qu'ils avaient à greffer, quoi. Mais il vit dans ce stress-là, quoi. Et c'est toutes ces choses-là qui ont été bien développées dans DS9 et qui n'ont pas du tout été développées après dans Star Trek TNG, qui ont été aussi développées dans Voyager avec l'arrivée de... TNG et Voyager sont postérieurs, mine de rien, à ce moment-là. DS9 et Voyager, voilà. Voilà, donc on prend les erreurs. En plus, ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là, il y a vraiment ce côté... tiens, on apprend, on a acheté un caillou dans la mare, tiens, ça fait des ronds. Qu'est-ce que tu fais? Je respire. Ok. Du coup, c'est de la ventoline. Ok, du coup, il y a ce côté, ouais, ils savaient pas trop quoi faire, mais il n'empêche que pour moi, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, t'as vraiment un truc faut faire gaffe un peu à ce que t'écris parce que si t'es pas prêt pas de faire gaffe, mais d'avoir conscience des conséquences de ce que t'écris. Bah, est-ce qu'on peut avoir des fois conscience que t'écris quelque chose de majeur? Alors, pas le fait d'écrire quelque chose de majeur, mais par exemple, le meilleur exemple, c'est l'épisode est centré sur Riker. Tout cet épisode, mine de rien, c'est un épisode de transition. Mais pas que au sein. En fait, c'est ça le problème. C'est un épisode de transition complètement raté dans sa transition. C'est-à-dire que c'est un épisode de transition dans l'univers de Star Trek, donc les choses ne seront plus jamais comme avant. Et c'est ça la fin de l'épisode. Quand tu disais il n'y a pas de conclusion, moi c'était ça que je voyais. Picard qui était inébranlable, tu sais qu'il est brisé. L'Enterprise qui était censé être le vaisseau techniquement qui peut tout régler puisque c'est le vaisseau que tu suis
depuis le début de TNG. C'est le vaisseau amiral. Le nom, tu vois, qu'en plus il porte le nom de celui de TOS. Il a cette aura narrative. On te dit, bah, il sert à rien. Il n'a pas la puissance nécessaire. La fédération ne pourra plus jamais faire ce qu'elle faisait comme elle le faisait. Et au sein de l'équipage n'est plus fixe. C'est ça que dit l'épisode. C'est Riker, normalement, devrait se barrer. Tu pourrais suivre des épisodes où Riker, en fait, tout d'un coup, on remet en question le jeu de cartes que tu as à la base, en fait. Et comme ils n'en font rien, moi, je trouve que c'est ça qui est frustrant. Et où je dis que c'est un acte manqué, parce qu'en vrai, le fait qu'on te pose des questions sur Riker, sur son, on lui dit ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est quand même bizarre qu'il veut pas se barrer. Est-ce que c'est parce qu'il est trop mou? Est-ce que c'est parce que il est tellement bien, ça fonctionne tellement bien qu'en fait il a pas l'envie d'aller plus loin, d'avoir son propre bâtiment, alors que c'était son ambition d'entrée de jeu. Et en fait, ça devait te dire, ben, plus tard, clairement, plus tard, il aurait dû avoir son vaisseau. Il aurait dû partir. Ça aurait été tourné en 2020, il serait parti une saison plus tard, et on aurait eu un spin-off sur le vaisseau de Riker. Clairement. Bah, on n'a toujours pas Captain Worf, hein, depuis toutes ces années dont on en parle. Voilà, on n'a pas Captain Worf. Mais donc, du coup, c'est l'acte manqué. Et à nouveau, est-ce qu'on peut le reprocher, sachant qu'à l'époque, c'est pas dans la mentalité des séries de faire ça. J'ai pas vraiment de souvenir de... Enfin, tu vois, il n'y a pas cette logique... Ouais, ils ont fait Madame Colombo, quoi. Bah, on est très loin des NCIS ou des voilà. polices scientifiques Las Vegas et tout ça. Hein. On n'est pas encore dans ce délire-là. Moi, je comprends parfaitement qu'ils y aient pas pensé. Mais c'est d'autant plus frustrant. Et donc, quand je parle des conséquences, bah, j'ai pu raccrocher les wagons, de ce que tu écris, c'est pas compliqué de prendre conscience, pas que ça va être incroyable, mais que si tu mets en place tout un truc où on te dit, tiens, Riker, t'es censé être barré, ou si on te pose la question de, tiens, pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu devrais pas, alors que tu devrais partir, c'est une question que tu es obligé de poser plus tard, d'amener plus tard. Tu peux par exemple laisser les Borg pendant 2 saisons et puis on revient sur eux plus tard. Parce qu'on peut dire, tiens, entre-temps, il s'est passé ça. Par contre, une évolution comme celle de Riker, où on lui dit... l'épisode de Riker, c'est bizarre qu'il veut pas... Son évolution, c'est bizarre il pourrait être capitaine, et est-ce qu'il a les compétences pour être capitaine? Et la fin de l'épisode, la réponse, c'est oui. C'est ça, le parcours de Riker. Et à la fin, il fait OK. Et t'as pas de réponse. Alors, et ça, quand tu l'écris, t'es censé être conscient de ça. Et bah, pour en venir à ce sujet-là, l'écriture, elle est un peu étrange de ce double épisode. À savoir que l'équipe créative a écrit l'épisode partie 1, donc fin de saison 3, partie 1, sans savoir s'il y aurait une saison 4. Et l'idée de l'écriture de cet épisode, c'était pour faire en sorte que l'acteur, donc Jonathan Frakes, ne parte pas de la série, parce qu'il pensait quitter la série, il en avait marre. Et je crois que c'est Bretman ou Briman, enfin je bouge son nom comme d'habitude, qui écrit cet épisode, et lui aussi pense partir. D'accord. Et donc en fait c'est un épisode un peu oui, il le dit lui-même, c'est un épisode où j'ai l'écho de ce que je suis en train de faire, et que je mets dans la bouche de Riker ce que j'ai envie de dire. Et c'est un épisode où il savait pas comment allait évoluer la saison 4, qui allait rester, qui allait pas rester, donc il fallait se garder des portes de sortie. Ce qui se passe à la saison 4, c'est que le panel d'écrivains est totalement renouvelé. Donc il y a une toute nouvelle équipe, et on leur dit il faut finir l'épisode 3 avec le cliffhanger, chose qui était jamais faite dans Star Trek. Et les gars se regardent et essayent de bricoler un truc en disant on a gardé tout le cast. Comment qu'on finit ce truc pour repartir sur des nouvelles bases, quoi. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a cet écart-là, en fait, en termes d'écriture, entre la partie de la 3e saison, qui est très dense, ouais, voilà. et l'épisode de la saison 4, le premier, qui est léger, et puis avec un MacGuffin à la fin, pas terrible, quoi. Intéressant, mais pas terrible. Parce que les gars n'avaient aucune idée de comment finir l'épisode. Et que du coup, Jonathan Frakes renouvelant pour une saison, c'était plus intéressant de le laisser partir.
Voilà. Et c'est aussi un problème qu'ils ont eu dans l'écriture en rendant le personnage de Shelby très fort. Shelby, c'est celle qui est... Expert en Borg. Ok. Et du coup, tu sentais que dans la saison 3, si la saison 4, Jonathan Frakes était parti, elle allait devenir le nouveau commandant en second, quoi. Ouais, effectivement. Ok, effectivement. Bah, c'est assez dingue de voir. Moi, je suis toujours fasciné par ces mecs qui doivent... qui arrivent à rattacher les wagons à la dernière minute. Il y a une histoire comme ça dans un tout autre truc, c'est dans Dragon Ball d'Akira Toriyama. Il y a l'arc Cell. Alors, l'arc Cell, il se construit avec Trunks qui vient du futur, qui prévient qu'il y a une attaque de cyborg. On découvre C-19 et C-20, qui en fait sont le Dr Gero, qui était en train de travailler sur C-17 et C-18, qui étaient en gros des piles, des batteries d'origine pour la création ultime du Dr Gero, qui est Cell, et à chaque absorption, il devient de plus en plus fort. Tout ça a été inventé semaine par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un bouquin qui parle de ça. T'as Toriyama qui voit Terminator avec un gamin du futur qui prévient d'une attaque de robot et il fait c'est pas mal, ça je vais le reprendre. Donc il fait Trunks. Il prend les deux cyborgs, il dit C-19 et C-20 dans sa tête, ce sont les cyborgs du film qu'il doit combattre. Et t'as l'éditeur qui l'appelle et qui dit mais t'as vu leur gueule, ils sont dégueulasses, le vieux et le gros là, tu vas me changer ça. Et lui, la semaine d'après, parce que lui, il doit faire semaine par semaine, il fait ses chapitres, il fait non, attendez, en fait, c'est pas ça, il y en a deux autres. Il fait ses 17 et ses 18, ça ne plaît toujours pas à l'éditeur, il fait non, attendez, il y a celle, et puis après, je vais les récupérer les anciens, et tu le fais juste pour trouver un design d'ennemi impeccable, quoi. Et le gars, il invente semaine par semaine cette aventure. Alors que quand tu la lis, c'est éclaté, mais ça marche. Tu t'en rends pas compte. Et moi, je suis fasciné par ces auteurs qui sont capables de rebondir, de récupérer, avec plus ou moins de casse, les wagons qu'un mec a laissé derrière. Et effectivement, c'est vrai que je me posais la question de l'acteur, que le fait qu'il puisse devenir capitaine, soit ça devenait un spin-off, soit c'était une porte de sortie pour pouvoir se barrer et couper. Ah, il est parti loin dans l'espace, comme ils ont fait avec Wesley. Où ils ont dit allez salut, on t'envoie dans l'espace et le temps. Ou avec Crusher aussi à la saison 2 qui disparaît. C'est ça, c'est Wesley Crusher. Hein. Non, il y a sa mère déjà à la saison 2 qui n'est plus que le docteur de l'Enterprise, c'est Pulaski, et après elle revient dans la saison 3. Mais faut savoir que Star Trek est coutumier du fait, hein. La saison 1 s'est fait durant une grève des scénaristes. Une des plus longues grèves de scénaristes qui a jamais existé à Hollywood, quoi. Donc bricoler à la dernière minute et faire des fins au jour le jour, ils étaient plutôt spécialistes. Ce qui marque en fait une rupture, c'est ce nouveau panel d'écrivains qui arrive, et il y a notamment Ronald D. Moore dedans. C'est Ronald D. Moore qui signe la fin de cet épisode, avec notamment la bataille de Lwów 359, et tu sens qu'ils avaient déjà par contre une idée de ce que pourrait être la suite de Star Trek avec... Alors, ils avaient une idée parce que les gars, enfin, pas eux, hein, mais les gars au-dessus d'eux voulaient faire de l'argent et leur disaient, il faut nous faire des spin-offs. Et donc, ils s'étaient dit, ça va nous servir de pierre angulaire pour lancer des nouvelles saisons, pour expliquer qu'il peut pas y avoir que les aventures de l'Enterprise et que la Fédération, c'est des milliers d'officiers qui veillent au bon maintien de la sécurité dans la galaxie, quoi. D'où l'idée de DS9 après et d'où l'idée de Voyager par la suite. D'accord. Et de créer un univers plus ou moins connecté. Mais oui, l'épisode... Hein ? Excellente idée, je trouve. Et c'est pareil, tu vois, dans DS9, on part... Quand tu as déjà vu le pilote ? DS9 ? Non, bon. encore. Dans le pilote, de toute façon, tu as Picard qui est introduit, il y a une scène entre Picard et Sisko. Donc Sisko parle super mal à Picard. Et Picard comprend pas. Tu vois, il joue son petit anglais choqué, là, et il lui dit, mais pour qui vous prenez, quoi ? Vous n'êtes que lieutenant-commandeur, enfin, vous êtes capitaine parce que vous êtes nommé pour gérer la station, mais attention au grade. Et l'autre, il lui dit, oui, mais je parle comme je veux à l'assassin de ma femme. Il y a déjà, entre guillemets, tu vois, des tensions, des choses qui n'existaient pas dans l'œuvre de Star Trek, des tensions entre officiers. Bon, à la fin de l'épisode, il se ravise un peu en se disant, oui, bon, je comprends que... Voilà, avec la nouvelle réalité qu'on m'offre, avec ces nouveaux dieux qui m'expliquent que le temps c'est assez relatif et que on n'est que des pauvres pions, je comprends que vous n'avez été qu'un pion entre les mains des Borg, quoi. Mais il lui en voudra toute sa vie
Et lui ne verra qu'en Picard le cutus de Borg, et il lui fait bien comprendre à Picard. Et d'ailleurs, les 3 ans de sa vie qui passent entre la bataille de Wolf 359 et la prise de la station DS9, de commandement, il passe son temps en ingénierie à construire un vaisseau capable de poutrer la gueule des Borg la prochaine fois qu'ils viendront, à savoir le Défiant. Donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'il part dans une construction. Le personnage s'est construit pour se venger. C'est très léger, hein, mais c'est quand même dit. Et dans Voyager, l'intérêt de Voyager aussi, c'est quand il rencontre les Borg, le vaisseau est partiellement assimilé par les Borg 1 ou 2 fois, et Voyager décide de garder cette technologie pour améliorer le vaisseau, quoi. Et après, il y a toute la rédemption, la recherche d'humanité de Seven of Nine. C'est tous ces épisodes qu'a pas pu faire Picard, où Seven of Nine se rebelle et plusieurs fois demande à redevenir Borg parce que c'était mieux d'être Borg. Okay. Et l'humanité, en l'occurrence Janeway, moi je me rappelle d'une ex-compagne qui me disait j'aime pas Voyager parce que Janeway c'est une connasse. Parce que Seven of Nine demande plusieurs fois de redevenir un Borg. Elle dit voilà, j'ai testé l'humanité, ça me plaît pas, je veux redevenir un Borg. Et Janeway lui dit non, tu dis de la merde. Alors que l'autre elle est consciente de ce qu'elle dit, elle sait ce qui va se passer, quoi. Et c'est plein d'épisodes comme ça qui sont super intéressants. Dans cette recherche d'humanité, en fait. Mais trop disséminée et qui aurait pu apporter au personnage de Picard une dimension plus humaine d'ailleurs. Plus humaine, et pareil dans l'épisode où il revient avec son stress post-traumatique, il reste quand même un putain de connard, quoi. Qui a un frère qui est un putain de connard. Donc dans une famille de putains de connards, des Français. Voilà. En fait, mais c'est marrant parce que c'est aussi, t'avais expliqué, c'est une confrontation de deux manières de réfléchir le personnage. Parce que t'avais expliqué que, une fois, je suis assez d'accord avec cette théorie, maintenant que j'ai vu beaucoup plus d'épisodes de Star Trek, c'est que le capitaine n'a pas de personnalité, entre guillemets, sa personnalité s'exprime à travers son équipage. Et le capitaine reste cette espèce de pierre angulaire autour de laquelle tout le monde gravite, et surtout, c'est le mât qui tient le chapiteau, quoi. Et c'est ce qui se passe avec l'épisode. La première partie, c'est quand t'as l'amiral qui dit oui, il te fait comprendre ce que c'est que de perdre Picard, en fait. Il lui dit oui, il y avait un mec, il était incroyable, il a réussi tel truc et tout, cet homme s'appelait Jean-Luc Picard, et blablabla. En fait, il te fait comprendre ce que c'est que de perdre ce mec-là, sauf que cette écriture-là va à l'encontre d'une écriture qui vise à humaniser des personnages, ton personnage en lui imposant des changements de personnalité, tu vois, qui lui arrivent après. Et en fait, c'est deux manières de concevoir complètement différentes. C'est une manière des personnages qui sont juste, entre guillemets, des archétypes, qui n'évolueront jamais, sauf en créant des liens entre eux, mais par rapport à leurs propres archétypes, et une écriture beaucoup plus évolutive, mais qui déjà pour ça impose d'avoir déjà une certaine conscience de ce que le personnage représente, et où est-ce que tu peux l'emmener. Et or, ça va à l'encontre notamment de la fonction du capitaine. Picard peut pas évoluer. C'est pour ça que j'imagine que quand il va voir DS9, Sisko dans DS9, c'est le Picard que tu as vu dans le premier épisode de TNG, et même quand il râle dans l'épisode où il retourne sur Terre, la manière dont il s'offusque d'avoir été... tu sais, il dit, il est abattu, il balance ce qu'il dit, genre ils sont entrés dans ma tête, ils m'ont manipulé, j'ai en tête ce souvenir-là, peut-être que j'ai de la merde. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est le Picard d'avant. C'est juste un mec qui a été brisé dans sa fierté, mais il n'y a aucun changement par rapport à avant, il n'y a aucune conséquence à tout ce qui se passe. Alors, c'est un événement qui est présenté comme ayant des conséquences, devant porter des conséquences. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit un peu, maintenant que tu en parles, les prémices aussi de l'écriture Discovery. C'est-à-dire que Riker, tout au long de sa construction en tant que capitaine,
il a toujours besoin de Geordi Laforge. Ok. C'est-à-dire que quand tu regardes l'épisode, ça vient de me sauter aux yeux maintenant, c'est Geordi Laforge qui lui dit « Refusez pas les conseils de Shelby. Elle peut être intéressante. L'équipe est fatiguée, mais elle peut continuer. » Parce qu'il lui dit, arrive un moment, il dit à Shelby « Je préfère une équipe reposée pour réagir aux Borg qu'une équipe qui doit lutter et contre la fatigue et contre les Borg. » Et Geordi lui dit « Mais vous nous avez pas demandé notre avis, nous on peut tenir. » Et on sait qu'on peut le tenir, quoi. Et en fait, c'est Geordi, plusieurs fois dans les 2 épisodes, qui conseille intelligemment Riker. Et Riker qui se ravise après. Et tu vois, ça par exemple, c'est quelque chose... Je sais pas s'ils l'ont fait exprès à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément maintenant dans Discovery. C'est-à-dire que le schéma du capitanat dans Discovery, c'est « Je suis capitaine, je vais faire une erreur. Un sous-fifre plus sage que moi va m'expliquer mon erreur et je vais me raviser. » Alors que ce soit dans DS9 ou dans TNG ou Voyager, le capitaine, il ne faisait jamais d'erreur parce qu'il prenait toujours conseil avant. Oui. Voilà, il y a ce côté un peu humanisant qui revient là-dessus. Pour clore vas-y. Pour clore la parenthèse là-dessus, on voit aussi qu'il y a une différence d'écriture, mais d'écriture entre TOS et TNG. C'est-à-dire que, bon, c'est ma blague, hein, Star Trek ça devient bien qu'à partir de la saison 4. Bah là, tu vois, on sent qu'ils rentrent dans l'ère de la maturité. Tu sens que sur cette écriture-là, même si l'épisode est bâclé, tu sens qu'ils sont en train de travailler sur une saison 4 où il y aura beaucoup plus d'épisodes qui ont un écho dans leur temporalité. C'est-à-dire, ils ont compris ce que veulent les gens des années 90. Et ils ne font plus du programme télé comme pour les années 70. Ouais, tout à fait. Et c'est une rupture. Vas-y, Ouais, c'est juste une rupture. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois quand tu regardes, surtout TNG, parce que c'est DS9 et Voyager récupèrent en fait TNG essuie les plâtres pour DS9 et Voyager. Même pour Babylon 5, hein, parce que quand tu regardes Babylon 5, en fait, Babylon 5 fait ce que Star Trek aurait dû faire et peut se le permettre parce que Star Trek est passé avant pour faire les erreurs. À savoir que l'histoire est écrite sur 5 saisons. Et que, du coup, avec plusieurs portes de sortie pour les différents personnages, et du coup, peut se permettre de donner une trame, et j'imagine que peu importe le scénariste, si tu respectes la trame de fond, tu peux faire un épisode des saisons qui ont une cohérence, tu vois, les uns avec les autres. Et en fait, ça qui est intéressant, et forcément, TNG étant le premier, c'est vraiment... ouais, comme tu dis, tu vois le passage d'un mode d'écriture antérieur à, on va l'appeler pré-moderne, parce que on peut considérer que ce système d'écriture a été modernisé, enfin vraiment complètement acté, moi je dirais, dans les années 2000. C'est-à-dire, je le caste avec, par exemple... allez, merde. Un exemple du genre en termes d'écriture Supernatural. Ouais, parce que Supernatural, c'est ça. C'est-à-dire que les 5 premières saisons avaient été complètement définies. Et c'était épisodique. Et alors, il y avait la formule à l'époque, Dr House le faisait aussi. C'était les 2 derniers épisodes, 2 épisodes au centre, 2 épisodes à la fin. C'était le grand plot. Et puis, tu faisais des petits épisodiques de temps en temps. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant, vraiment, cet épisode... finalement, pour moi, n'est pas culte. Pas parce qu'il est... Il est culte. Pas parce que c'est genre le meilleur épisode de tout TNG, on pourra jamais faire mieux et tout, parce que justement, tu sens très très fort ses faiblesses, mais parce qu'il représente un changement de mentalité dans la part des showrunners. Et c'est... Oui. En même temps que tu parlais, là, je regardais toutes les séries sorties en 1990. Et c'est des séries. Et tu vois, je pensais, je réfléchissais à ce que tu disais sur des séries où en fait tu t'apercevais que les gars, à chaque fin d'épisode, ils rebootaient. C'est-à-dire, ils n'avaient pas vécu dans leur chair quelque chose. Et je regarde les séries des années 90, un peu drama, ou qui avaient une suite, quoi, qui n'était pas juste des épisodes standalone. Donc t'as Lois et Clark, t'as Flash, bon,
Voilà, t'as Flash, le vieux avec le colton motonné. Tu as Stargate, tu as Buffy contre les vampires, tu as The Crow. Et c'est vrai que maintenant, ou demain, ou 7 jours pour agir, ou demain à la une, ou Code Quantum, où finalement, les gars éprouvaient des choses terribles dans chacun des épisodes. Ils pouvaient souffrir, et puis dans l'autre épisode, ils avaient déjà oublié. Ouais. Et il faudra attendre presque des séries des années 2000, comme le Caméléon. Même X-Files, tu vois, souffre de ça, moi je trouve. Il faudra attendre les années 2000 comme le Caméléon, Charmed, toute cette vague de séries où les gars s'en remettaient pas forcément. Tu sentais que les scénaristes se disaient, attends, elle a déjà vécu ça, il a déjà vécu ça, il peut pas réagir comme ça là maintenant. Et d'ailleurs, Buffy, tu sens l'évolution. Oui. Tu sens parce qu'il y a, moi j'aime beaucoup la dernière saison. Parce que je l'ai vu par la suite. Et donc j'ai vu le mec rattacher les wagons et réussir à créer des vraies conséquences. Bah, c'est surtout Angel, quoi. Tu vois, dans Angel, les gars, ils reviennent cassés, quoi. Ils sont tous cassés. C'est vraiment très très bien. C'est juste, c'est dommage que ça ait été charcuté pour la fin, mais j'aime beaucoup aussi. Et ouais, non, tu sentais, tu sens ce côté très épisodique qui a duré très longtemps, parce que moi je me rappelle aussi 2005, t'as Monk, Monsieur Monk. Oui. Dr House, mais après c'était les séries policières, donc alors, on avait encore beaucoup, il revenait, tu sais, le statu quo était amené, mais dans Dr House, tu commençais à sentir l'évolution dans les séries, et par exemple, moi je trouve que c'est ce qui fait que t'as pas envie de regarder, genre par exemple Stargate, j'aime bien l'univers, j'aime bien le concept, mais t'es puni de regarder Stargate par la série, parce que j'ai essayé Atlantis, et j'ai pas envie de m'investir, mais je sais que les gars, ils vont arriver au même résultat à la fin. Et tu vois, ils vont rebooter. Alors que alors que j'avais une bonne motivation, je voulais voir Jason Momoa. Tu vois. Et qui est totalement anecdotique. Hein. Alors là, c'est... Moi, je voulais voir Jason Momoa. Tu sais, dans Game of Thrones, il était anecdotique. Je m'en rappelle. Ouais. Mais Atlantis, pour faire une petite parenthèse là-dessus, la seule chose qui est bien dans Stargate Atlantis, c'est l'humour. C'est-à-dire qu'ils sont vachement plus déconnants et ils partent vachement plus dans des délires spatials, quoi. Mais du coup, le fait que... parce qu'en fait, c'est le problème, c'est que comme ils ont un problème de fond qui est... putain, faut qu'on rentre jusque chez nous, machin et tout, et que ce problème, il est à moitié réparé. Je crois déjà à la fin de la saison 1, ils avaient réparé un truc. Mais t'es pas... À nouveau, l'évolution psychologique n'existe pas, et du coup, tu n'es pas récompensé pour suivre ça. Alors que, par exemple, dans Supernatural, qui est... Alors, ce qu'il faut savoir avec Supernatural, c'est qu'en fait, je sais pas si t'as suivi toi. Oui, jusqu'à la saison 12, après quand ils ont commencé à se taper contre la sœur de Dieu, j'ai commencé à décrocher un peu. C'est bon, il te reste 3 saisons pour terminer. Voilà. Il te reste 3 saisons. Oui, mais je vais m'y mettre. Mais Supernatural, c'est un très bon exemple, parce que Supernatural, c'est 5 saisons qui ont été pensées en un bloc, et après, on fait des doubles, des diptyques. Et quand tu vois les 5 saisons, alors que tu regardes des trucs épisodiques, avec donc c'est 5 saisons, un boss par saison, un gros boss sur 2 saisons, donc tu butes le lieutenant et après tu butes le méga boss, c'est hyper chouette à suivre, parce que tu peux avoir ton truc, on se prend pas la tête, mais tu restes dans un environnement qui a des conséquences. Et au point que mon seul vrai regret... avec la série, parce que moi je crois que j'étais jusqu'à la saison... j'ai un peu vu... J'ai vraiment suivi, je crois, jusqu'à la saison 10, un truc comme ça, ou 9. Et après, j'ai vu des épisodes de temps en temps, jusqu'au dernier épisode. J'ai vu la saison 5. Le dernier épisode, le final, j'ai pleuré ma mère. Mais... je sais plus ce que j'allais dire, je me suis perdu. Merde. Oui, voilà, ce qui manquait, c'était une intégration dans l'univers. Genre, à un moment donné, dans les 5 premières saisons, t'as quand même un mec qui dit, voilà, le FBI, il sait que vous existez. On n'en parle plus après. Il continue à faire... Et du fait, c'est pas possible. Vous avez amené le fait que les mecs sont poursuivis par le FBI, vous pouvez pas juste régler le truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi? C'est beaucoup trop gros. Donc voilà, donc je trouvais ça vachement intéressant. Et c'est vrai que, pour revenir sur Star Trek, Star Trek, ça essuie les plâtres, quoi. C'est... quand tu vois la première saison, c'est clairement, ok, vous avez mes TOS, et maintenant on va pouvoir faire du TOS. Star Trek, TNG, première saison, c'est on fait du TOS avec le budget de maintenant et les idées de maintenant.
Et puis, t'as ce fameux épisode, ce diptyque, Le meilleur des deux mondes, où tu vois cette espèce de transition qui est prometteuse et qui n'arrive pas. Et à mon avis, c'est aussi pour ça. Et la rareté de l'information. Tu sais, les Borg, c'est stylé quand ils apparaissent une fois. Dans Voyager, ils sont bouffés toutes les semaines. Puis c'est plus des grands méchants. C'est-à-dire, alors, Ça. ce qui est intéressant aussi, c'est que ça rabat les cartes. C'est-à-dire qu'on était sur une sorte de... Starfleet était Starfleet, les Romuliens étaient les Romuliens, les Klingons étaient les Klingons, et c'était compliqué de remettre des enjeux là-dedans. Oui. Et les Borg remettaient un enjeu majeur en étant une menace qui était une menace d'ordre catastrophe naturelle. C'est-à-dire que les Borg sont ni bons ni mauvais. C'est un ouragan et quand il passe, tu fermes ta gueule et tu suis l'ouragan, quoi. Et c'est un peu comme les Gorn, c'est une menace avec laquelle tu ne peux pas négocier. Voilà. Et tu fais avec. Et même les Klingons sont menacés, même les Romuliens. Et ce sera comme après avec le Dominion dans DS9, ou comme l'espèce 8748 dans Voyager. Tu fais avec. Après, c'était en ça que ça devenait assez fantastique. Alors après, la réalisation de l'épisode aussi, elle est balèze. Hein. Pour la petite histoire, le laser que porte Locutus quand il se tourne et qui regarde la caméra, ça a coûté $200. C'est-à-dire que c'était un laser qui traînait dans l'équipe technique, qui s'en était jamais servi, et ils font plein de tests et ça marche pas. Il y a un gars qui arrive qui dit si on mettait de la fumée, et là du coup le laser marche. Et il dit regarde la caméra, c'est Patrick, et Patrick il regarde la caméra, il sait pas ce qu'il fait, il comprend pas, on lui explique pas, et ça rend bien. Voilà. Pareil, les maquillages de tous les Borg c'était fait à la chaîne, c'est-à-dire qu'ils ont mis une sorte de vraie chaîne d'industrie pour maquiller les Borg, et à chaque fois il y avait un tour pour que le dernier qui maquille fasse un peu n'importe quoi pour pas qu'aucun Borg se ressemble, quoi, tu vois. Et pareil, la maquette, c'est des kits, pour la petite blague, pour ceux qui aiment faire des maquettes, vous avez souvent la maquette, elle est en 2D, donc hauteur et largeur, et puis tout est collé. Et en fait, le mec, il a pris ça, il en a pris 4, 5, 6, il les a collés ensemble, il a blindé dedans, et puis il a fait le cube Borg, quoi. Voilà, pour gagner du temps. Voilà, donc et ça marche, bien, hein. Et ça fonctionne, quoi. Voilà. Et il y avait plein de choses qui auraient dû. En fait, l'épisode était construit de façon assez différente. Il y avait notamment en fait plusieurs explorations du cube avant que ce dernier attaque, où chaque nodule neural des Borg s'appelait Locutus. Okay. Et ça aurait introduit le fait que Locutus était le méchant, et à la fin, Picard devenant Locutus, c'était une sorte de... comment on appelle ça, là, quand on fait voir le fusil de Chekhov, là, à chaque fois, là. Ça porte un nom anglais. C'est le fusil de Chekhov. Ouais, mais ça porte un nom anglais. Bref, fusil de Chekhov, voilà, et là, la révolution... Ouais, voilà, exactement. Ça devait amener ça. Il y avait plein d'autres façons d'amener les choses, mais... Ils étaient pressés par le temps, ils savaient pas s'il allait y avoir une 4e saison, et il fallait tenter le tout pour le tout. Sachant que faire un cliffhanger dans Star Trek, ça s'était pas fait depuis La Ménagerie. Donc un épisode de TOS. Voilà. Donc ils étaient sur un truc où ils étaient pas sûrs d'être suivis, ils étaient même pas sûrs que l'épisode soit diffusé tel quel. Ouais, c'est vraiment ils ont fait avec les moyens du bord. Après, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire, c'est impressionnant, hein. Enfin, je veux dire, moi j'adore le design du cube Borg, je le trouve trop stylé. Mais tout est intéressant dans ce design-là, en plus, sans s'en rendre compte. Ouais. Tu vas te faire une forme géométrique simple. Ouais. C'est-à-dire que tous les autres vaisseaux sont vachement élaborés. C'est une scène qui me fait beaucoup rire quand il tombe sur les Borg, et alors il voit de loin, il faut voir, il y a une forme... Capitaine, il y a une forme au truc, et tu vois au loin, t'as un cube, et puis ils font... fait un zoom, putain, le cube qui en gros il fait merde, c'est les Borg. Et il se retourne, il fait merde. Et tu fais. Tu l'as vu de loin que c'était un cube. Ça m'a fait rire. C'était même pas une tâche, quand tu comprends que c'est un cube. Non, mais en plus, il y a plein d'incohérences. Le cube il arrive, il met un rayon tracteur sur le Voyager, sur l'Enterprise. Ok. Et 20 minutes après, il va poutrer toute la galaxie. Enfin, il aurait pu poutrer d'entrée de jeu. En plus. Je sais pas, il aurait pu. Picard pour pouvoir poutrer. D'ailleurs, ça, je suis désolé, mais c'est un truc. Hein, le fait de choper Picard, ils le font dans KTL.
tu chopes un capitaine de vaisseau, t'as tous les codes. Tu sais, c'est les codes de Sion, quoi. Oui. Dans Matrix. Les mecs, désolé, mais changez votre mot de passe, quoi. Enfin, t'as chopé Picard. Ah bon, ça, c'est forcément, t'y penses pas à l'époque. Mais le fait de choper... Ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire, le fait de choper Picard, c'est narrativement intéressant, parce qu'en fait, ils se battent contre un ennemi qui les connaît. Et en plus, c'est le meilleur stratège de la galaxie, donc t'es encore plus coincé. Mais même pas. On nous explique que plus tard que c'est le meilleur stratège de la galaxie. À ce moment-là, l'histoire, on le sait pas. Hein. Ouais, mais quand ils prennent Picard, ils prennent l'un des meilleurs de la galaxie parce que c'est le meilleur de la série que t'as vu. Tu vois ce que je veux dire? T'as quand même 3 saisons où le mec il a réglé plein de problèmes au calme et en gueulant sur tout le monde. Donc à ce moment-là, ils prennent le personnage le plus puissant. Donc en fait, ils ont pris Sangoku et ils l'ont rendu méchant et il faut se battre contre lui. C'est ça qu'ils font. Le truc qu'il y a, c'est que pareil, ça doit créer. C'est ça, c'est que en fait, ça impose des lignes de dialogue au minimum. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, tiens, je donne un exemple. Dans l'immonde Star Wars 9, parce que dans Star Wars 8, il y a la stratégie où ils foncent en vitesse lumière dans le vaisseau pour l'exploser. On a appelé dans le Star Wars 9, on lui dit tiens, on pourrait faire la manœuvre Odo. Et le mec dit non, on peut pas parce que ça demande trop d'énergie, on n'a pas assez de vaisseaux pour pouvoir se permettre de faire péter des trucs comme ça. Mine de rien, cette petite phrase-là est super intéressante et hyper importante parce qu'elle elle t'implique, ça te raconte une histoire en fait. Ça te dit, depuis ce moment-là, et les gens ils ont fait tiens, on pourrait le faire, et ils se sont posés des questions, on a appelé ça la manœuvre d'eau, et une histoire s'est créée. Et c'est ce qui aurait dû se passer. C'est ce qui aurait dû se passer, c'est genre. Mais bon, est-ce qu'à l'époque on avait vraiment cette conscience informatique? Faut pas oublier qu'on a ces consciences informatiques des années 80, hein, donc nous on a maintenant. Et pourtant, moi j'aimais bien le fait qu'ils les mettent en veille. Hein. Enfin, tu vois, je trouvais ça cool, tu vois. En fait, qu'ils disent, mais en fait, on a qu'à les mettre en veille. C'est l'ordre le plus simple. Moi, je trouve que c'est une super idée. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est qu'apparemment les Borg, quand ils se mettent en veille, ils s'autodétruisent. Ils sont plus vulnérables. Voilà, et qu'ils ne soient plus vulnérables, je trouve ça d'accord. Je suis d'accord. Mais qu'en fait, par exemple, tu vois, ils auraient dû pouvoir récupérer le vaisseau et le désosser et l'analyser. Tu vois? Et pas juste, il a déjà réussi à reboot, tu sais, il a fait un redémarrage du système et c'est réglé. Et tu sens qu'à l'époque, comme tu dis, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Et donc, ils n'avaient pas conscience de ce que ça impliquait, narrativement. De dire, par exemple, les Borg, genre, j'invente, qu'en fait, mine de rien, ça leur prend énormément d'énergie. Et donc, en fait, quand ils rebootent, quand ils redémarrent, et quand ils se mettent en mode veille, c'est vraiment parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ils puisent énormément. En fait, ça a laissé le temps à toute la galaxie, à toute la fédération de désosser complètement le matos, désosser les Borg, et on essaye de piger et créer quelque chose pour pouvoir se mettre en 1v1 et pouvoir tenir un petit peu, comme ils font avec le Défiant en fait. Et pas juste, tant pis, on a réussi à s'échapper, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu le synopsis de Star Trek Picard saison 1, hein, avec ce cube Borg retrouvé. Ok. Ouais, voilà. Mais c'est trop tard. Ouais. À ce moment-là, c'est trop tard. On est d'accord. Voilà, il faut faire ça avec un nouvel ennemi. D'où ma question, est-ce que l'épisode est pas survendu? Parce qu'on a quand même eu des sorties en DVD double épisode, il y a eu des sorties cinéma pour l'anniversaire, et je trouve que l'épisode, il est pas... C'est pas l'un des meilleurs de la série. Alors, il est classé dans les 10 meilleurs de TNG. Alors, pour moi, je trouve que... en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas un bon épisode, mais je comprends pourquoi il reste là, il marque. Parce que s'il impose tout ce que tu m'as expliqué, beaucoup d'épisodes, beaucoup d'arcs narratifs reviennent de cet épisode-là, qu'on va trouver dans DS9, qu'on va trouver dans Voyager. Je
je comprends qu'il est marqué à ce point. On dit que c'est l'un des meilleurs épisodes de Star Trek. Oui, puisqu'il a eu, sans le vouloir, le génie d'amener quelque chose, d'amener des pistes qu'il ne contrôlait même pas. Scénaristiquement, il est bancal, et en tant que tel, si tu le prends comme ça, tu te fais, ouais, il est un peu nul, quoi. Mais pour moi, il est nul, il n'est pas nul, mais il est, comment dire, son défaut vient du fait que, pour moi, il est en avance sur son temps. C'est-à-dire que, genre, le meilleur exemple, c'est quand première fois qu'on parle avec la Forge, quand les Borg attaquent, et t'as Jordi qui fait une petite roulade sous un... Tu sais, il fait une Shatner, quoi. Il fait une petite roulade sous le truc parce qu'il doit quitter la salle de... Tu sais, il dit, allez, à tout le monde, allez, cassez-vous. Tu vois? Et puis t'as la salle des machines qui se ferme, il fait sa petite roulade, et on fait, cette scène-là, ça aurait dû être la scène d'ouverture dans KTL. Par rapport à ce que ça implique. C'est-à-dire, il y a un trou. Tu vois, ce moment où t'as un trou dans la coque et t'as des gars qui sont partis dans l'espace, t'as plus de son. Il aurait dû avoir ça. Mais tu es 30 ans avant. Forcément, ils y pensent pas. Et ils ont pas le moyen, ils ont pas les budgets, ils ont pas la technique, et ils ont pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Oui. c'est pour ça qu'il est pas ouf. Et que forcément, mais je pense surtout que c'est parce que j'ai un peu de tendresse par l'analyse pour cet épisode. Parce que tu vois les promesses qu'il était, quoi. Et du coup, je pense que les gens, en plus qu'il faut absolument que les gens... alors c'est comme vous tous avec Picard, là, ah non, il est trop bien, machin. Ça fait partie des grandes conventions, quoi. C'est Picard avant Kirk, mais TOS avant TNG, parce que... Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Oui, de toute façon, dans chez les Tricky, l'avant-dernière série est toujours meilleure que la dernière série. Voilà, alors Donc, que Strange New World... Moi, j'attends la saison 2. Ah, mais pareil. Alors, je serais critique, moi, à ce moment-là, avec la saison 2. Non, mais pour revenir à ça, la question de l'épisode d'aujourd'hui est un peu dure. Effectivement, il a marqué son temps, il a marqué son époque. On le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, bah forcément, on va le critiquer durement. Si on le regardait avec les yeux d'hier, ouais, c'est une grosse claque, même graphique, pour l'époque. L'épisode a gagné pas mal de prix. Bref, il fallait... et c'était l'épisode qui marque aussi un renouveau de la saga, c'est-à-dire cette entrée, comme je le disais au début, dans la maturité. Fini le temps de... Bon, même s'ils nous ont attaqué, c'est qu'on s'est peut-être pas bien compris, donc on va trouver le bon terrain d'entente. Là, tu ne discutes pas avec les Borg, tu ramasses et tu fermes ta gueule. Et ça devient intéressant. Et c'est un peu après ce que va exploiter Stargate tout au long de... Pour revenir là-dessus, on en parlait tout à l'heure, mais Stargate va exploiter cet arc narratif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à quelque chose de toute façon plus puissant que nous. Nous, on est des fourmis, eux, c'est des dieux. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner? Tu parles des Goa'uld? Voilà, par exemple pour les Goa'uld. Et à chaque fois, il y avait un Goa'uld plus balèze et plus dangereux qui venait les remplacer. À tel point que l'arc du méchant Goa'uld qui venait remplacer le dernier, qui était plus méchant et plus balèze et qu'on n'avait jamais entendu parler sur le fond, étant arrivé à épuisement, on va chercher carrément des dieux trans-universels, quoi, tu vois. Voilà, des vrais dieux omnipotents, quoi. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'avais aimé dans Atlantis. C'est les Krill. Non, pas les Krill. J'ai n'importe quoi. C'est les... Ah, ça, je l'ai plus le nom. Les Wraiths. Voilà. Qui étaient, du coup, qui étaient plus des dieux, mais qui étaient vraiment une civilisation où, tu sais, ils avaient leur truc pour se nourrir par-ci, par-là. Il y avait une vraie approche qui était assez intéressante. C'est juste qu'en fait, c'est intéressant au début, puis 2 saisons plus tard, tu te fais chier à les regarder, où finalement, ils ont tous des guns. Finalement, il y avait les Wraiths qui étaient pas loin. Ce qui était intéressant dans Atlantis, c'est que les Wraiths, on apprenait que c'était eux qui avaient vaincu les anciens. C'est-à-dire que les anciens avaient fui. Et donc là, ça devenait intéressant, parce que tu disais, ah putain, une espèce qui a vaincu les anciens, ça devient intéressant, et qui aurait pu vaincre les Goa'uld si elle savait qu'ils existaient, quoi. Pareil, on apprend pas mal de choses dans Atlantis par rapport aux Asgard de première génération, qui étaient tout sauf pacifistes. Donc c'est intéressant aussi, mais oui, voilà, on en revient toujours à la même chose de soit trop en avance, soit trop tard. Ouais.
Et là là-dessus, le meilleur des deux mondes, bah il est génial parce que c'est un épisode pivot. C'est l'épisode qu'on recommande pour tous ceux qui veulent commencer les séries sur Amazon Picard. Enfin voilà quoi. C'est l'épisode qu'on recommande pour ceux qui veulent commencer DS9 parce que sinon tu comprends pas l'amertume dans la première saison de Benjamin Sisko. Et puis pareil, tu comprends pas. Il y a plusieurs arcs dans l'univers miroir dans DS9. Et avec notamment la femme qui est pas morte dans l'univers miroir de Sisko. Donc voilà, tu peux tout est lié, beaucoup de choses sont liées à cet épisode-là. Exactement. Et à nouveau, les défauts de l'épisode, fondamentalement, tiennent principalement de ses conditions de tournage et de son époque. Pour moi, ça, c'est les choses sur lesquelles tu peux pas trop taper dessus. Bah oui. Après, le fait qu'ils aient pas continué des choses aussi graves, mais bon, ça, c'est un peu dommage. Aussi importante. C'était cool, hein, l'épisode où il retourne en France. Mais c'est d'ailleurs en retapant je regarde ça sur Netflix, hein, donc en scrollant, j'ai revu les vacances de Jean-Luc Picard. Sur Aiza. Ouais, je me suis rendu compte d'un truc sur Picard. Picard est 10 fois plus un homme à femme que Kirk. 10 fois plus. Parce qu'en fait, Kirk, il va draguer, il va dragouiller, ou c'est souvent des anciennes conquêtes. Picard, c'est des meufs veulent de lui, quoi. Il est là avec son crâne d'œuf, ses sourcils froncés, et apparemment, c'est le sex appeal intergalactique. Et c'est juste qu'en fait, il veut pas. Mais si tu regardes bien Picard, à chaque fois, dès qu'il croise des meufs, il éclabousse tout le monde de sa prestance de capitaine. Et on te fait clairement comprendre, genre la mère de trucs, elle veut de lui. Quand il va en vacances, il est avec une meuf. On te fait clairement comprendre que s'il voulait, il pouvait. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a souvent un truc comme ça avec lui où Picard, c'est l'homme. C'est juste qu'en fait, il va pas jusqu'au bout. Ou Kirk, c'est un queutard, tu vois. Mais et puis femme d'exception, c'est-à-dire que Virian, là qui trouve sur Aiza, c'est un personnage qu'on retrouvera dans DS9. C'est souvent des personnages qu'on retrouve qui. Bon, oui, Picard là-dessus. Il a sa ferme, hein, il a son petit terrain de chasse. Mais ça me fait marrer parce que du coup, le contraste, parce que quand Kirk il arrive sur une planète, il fait pipi partout pour attirer les femelles. Enfin, tu vois, c'est limite ça, quoi. Alors que Picard, il a trop l'attitude du je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Et en vrai, tu fais mec, ça fait quand même la 5e planète là. Assume. C'est quand même le bon papa qui peut se faire. S'il le voulait, il pourrait, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qui me fait quand même marrer. Mais donc voilà, donc moi je sais pas si c'est encore des choses à dire. Attends, je regarde, j'avais écrit 2-3 petites questions. Vas-y. On a répondu, moi mes 2 questions c'était pourquoi est-ce que ça a tant marqué, tu as répondu, est-ce que c'est toujours aussi bien après tant d'années? On a répondu, oui, parce que pour ce que ça représente, en tant que tel, ça souffre surtout des défauts de son époque. Et de l'occasion manquée. Moi, c'est un peu ça que je retiens. Il y aurait eu une suite à ça, t'aurais fait, waouh, c'est trop bien. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Une suite directe dans TNG que tu te fais, tant pis. Et que la réalisation du 2e épisode, en fait, est un peu aux fraises, mais au final, ça fonctionne encore parce que c'est juste qu'il se concentre beaucoup sur le combat, mais c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux 3, tu vois, où tout le film, c'est la bataille du Gondor de Minas Tirith. Et est-ce que c'en est moins bien écrit pour autant? Moi je dis non, mais même si le premier film est le top et le meilleur. Mais tu vois, donc c'est logique en fait, c'est la conclusion. Ça fait quand même 3 films qu'on te tease, 3 films, 3 bouquins, 6 bouquins en anglais, qu'on te tease qu'à la fin il y aura une grosse bagarre. Le dernier tome c'est la bagarre, quoi. Là c'est pareil. C'est le 2e épisode, c'est faut à tout prix aller récupérer Picard. Et il faut réussir à trouver un moyen pour lutter contre les Borg, quoi. Bon, après, pour revenir, le vrai défaut de cet épisode, c'est que finalement, il faut le voir avec First Contact à la suite. Oui.
Et First Contact, je trouve qu'en plus, il va pas assez loin dans ce trauma. Il parle que de vengeance et il va pas assez loin dans ce trauma, alors que dans Les Générations, on voit que Picard a subi des traumas. Et que c'est avec son fils, son clone. Non, ça c'est dans Nemesis. Dans Génération, c'est avec le ruban Nexus qui permet de vivre dans d'autres réalités. Ah oui. Voilà. Et avec Kirk. Exactement. Ouais. Mais voilà. Donc moi, pour répondre à la question, je pense aussi que c'est un bon épisode. Il n'y a pas de néanmoins, c'est un bon épisode. Ouais, si vraiment faut l'apprécier, il faut se manger les 2 saisons d'un coup pour comprendre l'importance et voir le changement. Ouais, c'est-à-dire que après il y aura un changement dans les autres épisodes. Tu sens qu'il y a une maturité et tu sens que Star Trek c'est parti pour être dans les années 2000 et 90 avec toutes les autres séries qui vont avoir lieu derrière, quoi. Et c'est d'ailleurs, moi, c'est dans la saison 4, à partir de la moitié de la saison 4, où j'ai vraiment apprécié TNG. Je me suis dit, mais merde, il y a de plus en plus d'épisodes où je suis content, j'aimerais bien voir l'épisode suivant. Comme tu dis, il faut 4 saisons pour apprécier Star Trek. Mais tu le sens, en fait, qu'il y a de plus en plus d'épisodes qui sont bien mieux réfléchis, bien mieux construits, qu'il y a des dynamiques de groupe qui se mettent en place. Des dynamiques, des binômes, hein. Je crois qu'il y a un peu souvent la Forge Worf. Oui. C'est là que tu commences à avoir ça. Ouais, non, franchement, c'est un vrai plaisir. Il y avait cet épisode où ils doivent réparer un truc et la psy, elle perd ses pouvoirs de télépathe. Empathique. Ouais. Et du coup, de télé-empathique, et du coup, ouais, mais c'était un petit épisode comme ça, mais il est vachement cool. Et donc voilà, donc franchement, moi, j'ai bien aimé. Et il y a mon chat qui chouine. Je sais pas si on l'a entendu. Mais non. Donc voilà. Écoute, ça fait une petite heure 20. C'est pas mal. De podcast, je trouve ça pas mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a bien répondu à la question. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. La question fut répondue. Voilà. Et, du coup, est-ce que toi, il y a un thème que tu voudrais aborder tu as en tête pour la fois prochaine? Ouais. Pourquoi est-ce que Voyager cliffe autant? Ça implique que je me fasse Voyager. Ah, tu peux regarder les premiers épisodes. Ah, c'est vrai, je les ai déjà vus, mais je pourrais me les refaire. Ouais. Il y a un thème qui... Voilà. Je serais plutôt tenté, je pourrais proposer autre chose. Parce que Voyager, j'ai commencé à mater, et j'avais bien aimé. Mais je pourrais commencer DS9. Ah. Et comme ça, parce que j'ai toujours pas regardé, à part les épisodes qui parlaient de la section 31. Et du coup, c'est marrant, parce que je trouvais que Sisko était un capitaine, parce qu'on est beaucoup plus loin dans les saisons, et donc il assumait son statut de capitaine. Et donc on pourrait parler de DS9, de l'introduction de DS9, je pourrais me faire le premier épisode, et parler un petit peu de ce que ça représente, surtout qu'en ce moment je suis aussi en train de regarder Babylon 5, donc je suis en plein. Tu peux comparer les deux. Ouais, je pourrais dire, ah ouais, non, mais lui c'est trop Mollari. Eh ben on peut se faire le pilote de Babylon 5 versus le pilote de DS9. Ouais. D'accord, on fait ça. Versus les deux. Ouais, vas-y. Donc Babylon 5 vs DS9. Ce sera pour dans 2 semaines, 2 semaines et demie. Oui, à peu près. Voilà, on prend notre temps. Et donc voilà. Et on espère que ça vous a plu. Ben oui. J'espère que vous en écouterez d'autres. Je sais même pas s'il y avait des gens dans le chat aujourd'hui, mais de toute façon, on s'en fout. Ce sera surtout pour des podcasts pour la suite. Oui. Plaisir de la conversation. Hein. Oui, bien entendu. Voilà. On va mettre ça en place très bientôt. Voilà. Merci pour tout. Bonne soirée. Bisous. Ciao.